Ce soir, dans les chroniques des BFM, nous revenons sur la visite de travail du président de la République dans le département de la Bouinza qui s'est déroulée du 23 au 26 mars 2025. Pendant 4 jours, le chef de l'État a parcouru plusieurs zones agricoles protégées afin de réaffirmer son engagement en faveur du développement et du secteur et encourager les jeunes à s'y investir. Cette initiative qui s'inscrit dans la quête de l'autosuffisance alimentaire du pays. Quels sont les enjeux de cette visite dans la Bouinza? Quel impact pourrait-elle avoir sur le développement agricole et économique du pays? On en parle ce soir avec Brony Fortuna dans les chroniques des BFM. Brony Fortuna, bonsoir à toi et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Gabriel, merci. Quels sont selon toi les principaux enjeux de cette visite de travail du président de la République dans la Bouinza? Il faut savoir que ce n'est pas pour la première fois que le président de la République se rend dans ce département. Vous savez, il y a 4 ans, déjà pendant les campagnes électorales, en 2021, il s'y est rendu, il y est allé plus d'une fois aussi. On se souvient de la rencontre citoyenne qu'il a eue avec les cadres et sages de ce département, lors duquel je crois qu'il je crois que lors de cette rencontre-là, il déplorait, on va dire, l'incivisme, le banditisme, parce que des poteaux électriques et même des lampes qui ont été installées à Madingo ont été toutes volées. Et vous savez que c'est aussi, ça devient, on va dire, une des visites plus ou moins de routine pour le président de la République à une période donnée où nous le voyons faire la ronde des départements. C'est une bonne loi, puisque vous savez que pendant la municipalisation accélérée, des palais présidentiels ont été construits dans chaque département. C'est aussi dans l'optique de permettre au président de la République à n'importe quel moment d'aller passer un séjour dans tel ou tel département. Et donc ça, en réalité, ce n'est pas une première. Et seulement la particularité de cette rencontre, elle n'est pas électorale, même si on peut penser qu'il s'agit déjà peut-être d'une sorte d'alerte, voilà, dans le sens positif, parce que nous sommes à quelques mois, sinon à 1 an des élections présidentielles. Bon, peut-être qu'il est temps aussi d'aller prendre la température de la population, essayer de les écouter aussi. Mais lui-même, il a dit clairement lors de la rencontre citoyenne qu'il a eue, donc avec la dernière rencontre citoyenne avec les cadres, les forces vives de la Bouinza, qu'il est allé pour évaluer ces instructions, ces orientations donné lors de la campagne électorale, puisque lui avait demandé à la population de s'impliquer dans l'agriculture. Il avait aussi parlé donc du développement des armes agricoles protégées dont on constate aujourd'hui le développement. Il est donc allé constater, il a dit lui-même, que c'est une visite qu'il place sous le signe un peu on a envie de dire, sur le fond d'activité agricole, sinon du secteur agricole. Il a dit aussi qu'il il est allé pour rencontrer donc la population paysanne, parce que, comme vous le savez, que sans agriculture, il n'y a pas de nourriture, et lui sait que depuis plusieurs années au Congo, ceux qui portent ce secteur et ceux qui s'impliquent réellement, c'est la population paysanne et qui travaille parfois dans des conditions assez difficiles. Et donc, je crois qu'il y est allé pour encourager cette population-là, aussi pour voir si réellement ces instructions, comme il a dit lui-même, ou les orientations, les suggestions qu'il avait donc données en 2021 ont été prises en compte, comprises par les populations et exécutées. Et je crois, quand nous l'avons entendu, il sort donc de cette visite-là tout comblé, puisque tout au long de la visite, nous l'avons vu à la fois rappeler l'importance de l'agriculture, mais aussi exprimer son contentement, sinon sa satisfaction quant à rencontrer des jeunes qui s'impliquent dans l'agriculture, à voir que ce qui est fait réellement, les productions se portent bien, et finalement que les APP dans cette zone-là, depuis 1 an à peu près, ont réussi à produire donc les premiers, on va dire, ces premiers fruits. Et je crois que les enjeux sont beaucoup plus
agricole, donc la sécurité alimentaire, voilà, sécurité alimentaire et aussi encourager cette population paysanne, même si nous savons, comme je le disais tout à l'heure, que à quelques mois des élections, je pense que, bon, en tant qu'homme politique, en tant que chef d'État, il a aussi envie certainement d'aller voir, tâter le terrain. Est-ce que tout ce qu'on a vu depuis 4 ans, quelle est aujourd'hui la température sur le terrain, quelle est l'attitude de la population? Il veut aussi avoir le retour de cette population, puisqu'on a vu le PCT non seulement en tant que parti politique, mais on a vu quand même le patron, on va dire, le secrétaire général du Parti congolais de travail accompagner le président dans une visite officielle, et il était là de bout en bout. Donc on peut aussi voir derrière tout ça là les enjeux électoraux aussi, puisque le PCT, vous l'avez vu, comment a-t-il mobilisé la population pour accueillir, même si dans tous les déplacements du président à l'intérieur du pays, le PCT a toujours été là. Mais cette fois-ci, on a constaté la présence remarquée du secrétaire général, mais le président l'a dit ouvertement, officiellement, qu'il est allé à la rencontre de la population paysanne. Et quel bénéfice concret ce département peut-il en tirer? Il faut savoir, le bénéfice aujourd'hui, c'est cette cohésion suscitée par cette visite par le président. Vous avez vu qu'autour du président, il n'y a pas eu que le PCT, il y a aussi eu des cadres de l'opposition. Avec Pascal Tchati Mabiala, et qui étaient là. Vous avez eu la forte mobilisation, même si nous savons que les mobilisations aujourd'hui, mobilisations populaires, ne se font pas gratuitement. On sait que c'est moyennant 2000, 3000, 5000. Le PCT a mobilisé. Les ministres qui sont originaires de ce département ont aussi mobilisé. On a vu le ministre de la Recherche scientifique, Rigobert Mabundu, comment il a fait vraiment le paquet, comme on le dit, terre à terre. On a vu une forte mobilisation. Donc c'est aussi cette cohésion, c'est aussi le fait que pendant tous ces séjours, Madingou a quand même été au centre, on va dire, de la communication nationale et internationale, parce que c'est quand le président se déplace, vous savez qu'il y a toujours des hommes d'affaires qui le suivent, qui l'accompagnent parfois. Vous avez aussi, il accorde parfois des audiences, parfois hors caméra, à certains diplomates qui viennent le voir. Donc, Madingou était quand même au centre du Congo. Et là, tout le monde a des yeux sur ce qui se fait, sur cette population qu'il a lui-même qualifié de population travailleuse, voilà, puisqu'il a dit que le Madingou, pour lui, la Bunza pour lui est un grenier dans le domaine agricole. Ça veut dire quoi? La Bunza joue un rôle majeur dans la production agricole. Et donc, vous avez aussi toutes ces sociétés qu'il a inaugurées, voilà, dans ce département. C'est des sociétés, même certaines appartiennent, sinon toutes aux étrangers. Vous avez l'ENI, vous avez une société chinoise, et vous avez également les ZAP, un projet de gouvernement. Mais c'est tout cela, ce bénéfice que tire la population de la Bunza dans son ensemble. Aludima Broni, dans la zone agricole de Mwindi, le chef de l'État a insisté sur la nécessité pour le Congo de produire ce qu'il consomme. Comment interpréter cet appel? Il faut savoir que de tels messages ou de tels appels, il faut savoir que ça devient, le président insiste, il insiste sur ce message. Ce n'est pas nouveau que le président lance cet appel. Vous vous souvenez qu'il se préoccupe du développement de l'agriculture depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs lui qui est à l'initiative d'un projet où il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous vous souvenez que de telles manifestations où le président va visiter les champs ou encore ces secteurs agricoles, ce n'est pas pour la première fois. Ça, il faut le retenir. Et donc, cette insistance sur cet appel dans l'enceinte même des ZAP dans la Bunza, de cette ZAP-là dans la Bunza, c'est aussi de manière de s'appuyer sur ce qui est probant. Et cette fois-ci, l'appel, il ne le lance pas comme ça depuis son bureau ou dans un discours, mais il s'appuie quand même sur ce qui se fait. Les ZAP et toutes ces activités agricoles autour, il s'appuie sur ça pour dire que si on peut réellement mettre le paquet, pardonnez-moi cette expression, si réellement on peut mettre les bouchées doubles, si réellement
quand on peut mettre sur de la volonté politique, on peut réussir à atteindre les objectifs assignés, donc sécuriser les populations sur le plan alimentaire. Et je crois qu'il s'appuie sur ces exemples-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas sans agriculture, il n'y a pas de nourriture. Donc, on ne peut pas, le monde l'a compris, l'Afrique l'a compris, le Congo l'a compris aussi, et lui-même aussi est un exemple, puisque il ne vient pas parler parce qu'il est simplement chef d'État, parce que lui aussi, il développe les mêmes activités qui lui sont propres, qui sont privées depuis plusieurs années, non seulement au Pocania, mais il a aussi des champs dans le nouveau département, les Fini à Lima. Il développe pas mal d'activités dans ce sens-là. Donc, il est lui-même un exemple. Il transforme ses produits sur place, et vous avez du lait et pas mal des choses qu'il transforme sur place. Donc, il sait, et comme tout le monde le sait, que ce développement passe par le développement de l'agriculture à coup sûr. Et donc, il est heureux de voir les jeunes, mais il faut donc les encourager. C'est sans le développement de l'agriculture, ça peut pas marcher. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet appel, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas pour la première fois qu'il le lance. C'est vrai qu'on regarde aujourd'hui le développement des zones agricoles, des zones agricoles protégées, mais on se souvient que en 2010, 8 octobre 2010, le président inaugurait le premier village agricole, puisqu'on avait 3 au total, en cours. Et donc, on a constaté que quelques années après, ce village agricole, qui est un projet qui a suscité beaucoup d'espoir, et puisque c'était une très belle expérience, ce projet n'a pas réellement fonctionné. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la première expérience congolaise en la matière. Et nous savons que le Congo aussi est j'ai envie de dire, un pays à vocation agricole. Nous ne manquons pas de terres comme ailleurs. C'est vrai qu'on parle de zones agricoles protégées. Souvent, quand on développe ces zones agricoles protégées dans d'autres pays, c'est quand il y a des problèmes de spéculation foncière et quand il y a des problèmes d'urbanisation. On craint que les terrains qui sont réservés aux activités agricoles soient soit spoliés ou encore pris par exemple par d'autres citoyens. Et c'est pour cela qu'on sécurise certaines zones. Au Congo, nous n'avons pas les problèmes fonciers jusqu'aujourd'hui. Donc on aurait pu continuer avec le projet de village agricole, donc relancer ce projet, puisque le projet en soi n'était pas mauvais. Ce qui n'a pas marché, c'est peut-être les aliments pour permettre aux entrepreneurs qui étaient là-bas, les familles qui occupent ce village, de réellement poursuivre l'activité. On aurait pu aujourd'hui poursuivre cette activité. Donc, n'étant pas dans sa première expérience, l'appel du président, c'est très bien de lancer cet appel, mais il faut tout faire aujourd'hui pour que cela ne reste pas une vue de l'esprit, ou encore que cela soit tout le temps percuté, buté à l'échec que nous constatons comme le village agricole. Voilà pourquoi il insiste certainement cette fois-ci qu'il faut vraiment aller très loin avec ce qui se fait, mais sinon ce n'est pas le premier appel du président de la République. Atteindre l'autosuffisance alimentaire devient une préoccupation pour le président de la République, d'où il a visité plusieurs usines de transformation agroalimentaire. Quel pourrait être l'impact de ces infrastructures sur le marché congolais, voire même les produits? Jusqu'aujourd'hui, tout le problème, c'est l'impact de ce qui se fait. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que sur le marché, les zones agricoles protégées, dans la Bunza, il y a 1 an que ça a été lancé, le président a lancé d'autres initiatives. Ailleurs, dans d'autres départements, ces zones ont commencé à produire depuis 2 ans à peu près. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est l'impact même de ces zones agricoles protégées sur le marché. Puisque depuis que le gouvernement a lancé ce projet, même si officiellement, on ne sait pas combien le gouvernement a dépensé jusqu'ici, le nombre d'emplois créés, et puis le nombre de coopératives qui ont bénéficié de ces financements. Mais nous savons une chose, c'est que sur le marché, il y a toujours la crise alimentaire et nous sommes toujours dans l'insécurité alimentaire. Le Congo continue d'importer encore et encore, malheureusement. Le sac de foufou, on parle aujourd'hui de 50 000. Le sac de foufou, ça a augmenté. Le maïs, aujourd'hui, le quaker qui était à 250 avant le lancement de ces zones agricoles protégées,
Aujourd'hui, le cocker est passé à 400 francs CFA. Donc, la tonne qui était donc à 250 000 est passée aujourd'hui à 350 000 francs CFA. 250 000, quand on a lancé, avant donc le lancement de la zone agricole protégée, mais depuis qu'on a lancé, aujourd'hui, le tonne de maïs, et la tonne de maïs est passée à 350 000. Donc, on constate déjà que sur la base de tout ça là, on constate que l'impact n'est pas encore réel. Puisque l'impact, c'est quoi? Non seulement nourrir, mais c'est de réduire, on va dire, les prix sur le marché et permettre que les Congolais, donc, baissent, sinon arrêtent avec l'importation. Mais 4 ans après, donc, depuis que le président est réélu donc à la tête de l'État depuis 4 ans à peu près, on constate sur le marché que l'inflation est toujours galopante, sinon les prix des denrées alimentaires, surtout ceux que nous devons produire nous-mêmes ou que nous produisons nous-mêmes, coûtent extrêmement cher. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, peut-être beaucoup de patience. On ne reste pas pessimiste pour dire que finalement, parce que les zones économiques, les villages agricoles ont échoué, que les zones protégées vont échouer, même si il y a plusieurs experts dans ce domaine qui restent dubitatifs quant à la réussite et de ces zones, puisque le format tel que c'est présenté, l'on pense finalement que à un moment donné, le gouvernement pouvait être asphyxié parce que en réalité, le gouvernement devait s'appuyer sur les entrepreneurs qui évoluent déjà dans ce secteur, donc financer les entrepreneurs, leur donner les moyens qu'il faut. Vous avez aujourd'hui les Rufin Kinanga qui sont dans ce secteur depuis près de 20 ans. Vous avez d'autres jeunes Congolais et qui innovent même dans ce domaine, qui devaient être financés. Mais là, le gouvernement a pensé regrouper les coopératives. Parmi eux, vous avez vu cette jeune dame-là qui est candidate au bac, qui se retrouve dans ces champs. On constate que celles et ceux qui sont là-bas, en réalité, ne sont pas tous entrepreneurs, sinon sont des gens qu'on a pris comme ça sur le volet pour les former sur place et leur donner les moyens qu'il faut. Donc, à la longue, il faut voir l'étude du marché, puisque l'objectif de ces zones ou l'objectif de développement de l'agriculture, ce n'est pas seulement produire, c'est transformer aussi, comme on dit, que l'agriculture, c'est de la fourche à la fourchette. Ça veut dire qu'on part de la terre jusqu'à la transformation. Donc, si le Congo ne peut pas arriver à ce point avec ces zones agricoles protégées, si le Congo ne finance pas les entrepreneurs qui sont dans ce secteur, il serait difficile de combler donc ce vide ou d'atteindre ces objectifs. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, nous ne ressentons pas encore l'impact même dans les zones à la Bouinza, pas dans la Bouinza, là où on développe ces zones. Tout est encore cher. Quand vous allez dans la cuvette à Ouando, nous avons des informations qui nous ont été données. Le foufou coûte toujours cher. Le manioc qui devait baisser coûte toujours cher. Les safos coûtent cher. Donc, on est encore très loin d'atteindre ces objectifs, puisque quand on veut compter le temps par rapport au mois qui reste au président de la République pour ce mandat-ci, il lui reste que quelques mois en réalité. Donc, on espère que, puisque l'administration est une continuité, et que finalement, s'il est encore là, peut-être qu'il va réellement poursuivre ses projets. Et si c'est quelqu'un d'autre qui arrive à la tête du pays, espérons que ces projets se poursuivront. Sinon, jusqu'ici, il n'y a pas vraiment d'impact sur le marché. Restant sur les zones agricoles protégées, peut-on considérer que le Congo est rentré dans une ère où l'agriculture devient un véritable levier économique? C'est un rêve, c'est un projet. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas aujourd'hui que le président de la République parle de l'agriculture. Il a demandé à ses ministres que chacun développe des travaux agricoles. Un ministre, j'ai envie de dire, un ministre, un champ. Il a dit pour les écoliers. Il le dit à tous les citoyens d'ailleurs, puisque je l'ai dit tout à l'heure que si nous n'arrivons pas à développer ce secteur, il sera difficile de parler de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire passera par l'agriculture. Mais il faut que le gouvernement, qui tient au développement de l'agriculture et qui sait qu'il faut passer par là, double le budget ou mette beaucoup de moyens. Ou plus d'accompagnement. Beaucoup de moyens, un budget beaucoup plus consistant, beaucoup plus qui répondent réellement aux attentes, Il faut aussi qu'on ait dans ce pays une banque d'investissement, parce que les banques commerciales qui existent,
En réalité, nous l'avons appris que pratiquement 80%, sinon plus, des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs n'ont pas accès au crédit, sinon au financement. Donc, ce serait difficile aujourd'hui d'encourager les jeunes d'aller dans développer l'agriculture s'il n'y a pas de financement. Donc, il faut que le gouvernement essaie comment doubler le budget de l'agriculture, du développement de l'agriculture, de cette politique agricole. Il faut que le gouvernement regarde comment disponibiliser les fonds à travers une banque peut-être d'investissement qui peut être créée pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir des financements. Il faut que le gouvernement regarde les voies de communication, puisque nous avons vu les tracteurs dans ces grands centres, mais il faut savoir que les femmes et les hommes qui pratiquent aujourd'hui l'agriculture jusqu'à aujourd'hui dans les conditions rudimentaires font des kilomètres, marchent des kilomètres pour aller cultiver. Et là, il faut donc des voies de communication, des pistes rurales pour permettre que le manioc qui est cultivé à tel endroit, dans une bourgade, dans une localité à plusieurs kilomètres, par exemple, de Madingo, arrive à Madingo sans problème. Nous avons la route principale, donc, qui lie Brazzaville à Pointe-Noire. Et quand on arrive sur la principale, on n'a plus de problème. Mais aujourd'hui, nous avons encore ces soucis où des pistes rurales peinent encore à être, on va dire, ouvertes ou à développer pour permettre aux paysans d'évacuer leurs marchandises. Et vous avez aussi la mécanisation de l'agriculture. On ne peut plus continuer à faire l'agriculture de cette manière rudimentaire et espérer réellement aller de l'avant. Il faut mécaniser. Mais pour mécaniser, il faut avoir tout aujourd'hui. On parle aujourd'hui même de l'agriculture future qui est pratiquée que par, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, qui est pratiquée par tout ce qui est numérique, où on a soulagé la peine des hommes. Il y a aujourd'hui des drones, il y a des machines, et comme on a vu d'ailleurs une démonstration devant le président de la République. Donc, on devrait mécaniser, et cela coûte extrêmement cher parce que quand on regarde le prix d'un engin, un tracteur, c'est autour de 75 millions, sinon 100 millions, mais il faut l'entretenir, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de tracteurs qui sont devenus hors d'usage simplement parce que on n'a pas assez d'ingénieurs dans ce domaine. Donc, il faut former des ingénieurs. Il faut aussi former des ingénieurs dans le domaine agricole. Nous ne les avons pas assez dans le pays. Il faut donc, chaque année, on imagine peut-être avoir 1000 ingénieurs informés dans le domaine agricole. 2 ans après, on a à peu près 2000, ou encore, on peut doubler le chiffre. Donc, les enjeux sont encore de taille. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, mais le Congo en soi est conscient qu'il faut passer par là. Mais il manque encore jusqu'à aujourd'hui la volonté politique, parce que, je le disais tout à l'heure, le Congo est un pays à vocation agricole. Nous pratiquons l'agriculture dans toutes ses dimensions depuis plusieurs années, depuis nos ancêtres, mais d'une manière rudimentaire. Donc aujourd'hui, nous qui sommes, les Congolais savent que nous avons du manioc le manioc qui est produit chez nous, nous avons les farines de foufou, nous avons des safou, des avocats, et tout ce qu'il faut que nous produisons chez nous, mais jusqu'à aujourd'hui d'une manière archaïque. Donc il faut, on peut pas, on sait que le Congo est déjà dans l'agriculture, mais il faut la développer. Il faut beaucoup plus de moyens pour que nous arrivions non seulement à produire, mais à transformer sur place. Et nous savons que ça va créer, toute cette chaîne-là créera beaucoup d'emplois, arrêtera, on va dire, cette importation qui tourne autour de près de 8 milliards de francs CFA, mais aussi va permettre que les Congolais vivent normalement de ce qu'ils produisent. Le chef de l'État, lors de son passage dans la Bouinza, souhaite que chaque district devienne un pôle agricole. Ce projet est-il réalisable et quel serait l'impact pour le pays? Bon, je le disais tout à l'heure, hein, c'est des rappels pour le président de la République. Parce que quand il dit l'école, un champ, un ministre, un champ, mais après, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose, j'ai envie de dire, politique. J'ai envie de dire du marketing simplement. Il faut que l'on s'implique. Mais on sait, comme je viens de le dire, le gouvernement doit mettre toutes les conditions pour permettre que ce rêve soit réalisé. Qui devrait accompagner ce rêve? Mais c'est le gouvernement qui doit mettre toutes les conditions, parce que je disais tout à l'heure, l'accès au financement. Vous pouvez avoir des projets comme... Nous avons, je le disais, il y a Rufin Kinanga. Je peux prendre l'exemple de Rufin Kinanga, qui depuis pratiquement 15 ans, il a aujourd'hui à peu près une quarantaine d'années,
sinon autour d'une trentaine, mais il a commencé à travailler dans le secteur agricole depuis 15 ans. Donc, vous imaginez jusqu'à aujourd'hui, quand vous discutez avec lui, il vous dit qu'il n'a jamais reçu un accompagnement du gouvernement. Il reçoit plutôt l'appui extérieur. Il va former les gens au Rwanda, un peu partout. Il a représenté le Congo à un forum sur le secteur agricole au Maroc. Il y va de temps en temps, mais au Congo, personne ne l'accompagne comme tel. Et donc, si nous ne pouvons pas donner donc des moyens à ces jeunes entrepreneurs, si nous ne pouvons pas permettre que les gens aient accès au crédit avec des taux réduits, avec, voilà, si on ne peut pas le faire, et ceux qui le peuvent le faire, il n'y a que le gouvernement qui doit revoir sa politique agricole pour mieux l'orienter sur les enjeux de l'heure, ce que veut le président. Sinon, on sait que dans chaque département au Congo, les activités sont développées par rapport aux potentialités, on va dire, agricoles et aux potentialités économiques de chaque secteur. Quand on va dans la Bouinza, il a dit lui-même que les populations, c'est une population travailleuse. On produit dans la Bouinza, on produit dans le Poul, on produit dans les plateaux, on produit dans la Songa. Donc, tout est déjà fait. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est de développer réellement cette agriculture, ces travaux dans une politique bien définie, avec les moyens disponibles, et nous verrons que dans quelques années, rien n'est impossible que le Congo réellement commence à se nourrir de ce qu'il produit. Pascal Tchatima Biala, député de l'Audima et chef de file de l'opposition, a salué cette visite du chef de l'État et a exprimé le souhait de voir l'Audima retrouver son dynamisme d'antan. Est-ce là un signe d'une opposition soucieuse du développement, Bruni? Nous avons suivi que cela a créé beaucoup de polémiques. On a vu plusieurs internautes s'attaquer à Tchatima Biala, Pascal Tchatima Biala. Vous savez qu'il est le chef de file de l'opposition, on va dire constitutionnelle ou républicaine. Et puis il faut rappeler que ce n'est pas pour la première fois qu'il accompagne le président, sinon qu'il soit à côté du président. Vous savez, il y a 4 ans de cela, le président l'avait reçu au palais pour voir avec lui comment apaiser ces moments électoraux, donc il y a en 2021, et il a été reçu officiellement donc au palais par le président de la République. Donc ce n'est pas pour la première fois que Tchatima Biala soit associé. Vous savez très bien que personne ne peut, à ce niveau de responsabilité, accompagner le président si le protocole national n'a pas validé. Ça veut dire que soit c'est Pascal Tchatima Biala, qui est député de l'Audima, donc dans le département de la Bouinza, qui sollicite à être là, puisque le président a entamé une visite officielle. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, que tous les corps constitués nationaux doivent être là. Et lui qui est député, je ne le vois pas comment peut-il être à l'écart de cette visite, alors que c'est une visite officielle. Il est député, il est aussi constitutionnellement le chef de file de l'opposition, donc cela lui donne quand même un droit, sinon le devoir d'être là parmi ceux qui représentent les institutions. Donc vous avez ça, et ça peut être aussi l'invitation du président de la République. Je le disais tout à l'heure, nous sommes à 1 an des élections présidentielles et il faut donc, à un moment donné, apaiser le climat. Il faut rassurer tout le monde. Tchatima Biala le dit clairement, il n'est pas dans une opposition radicale, une opposition systématique qui refuse tout, qui rejette automatiquement tout ce que fait le gouvernement. Il le dit lui-même, il est dans une opposition constructive et donc qui de temps en temps, quand c'est bien fait, il accompagne. Donc, ce n'est pas un péché aujourd'hui pour celui qui aujourd'hui, qui a accepté d'être le chef de file de l'opposition constitutionnelle, puisque je le dis parce que ça existe dans la Constitution, c'est une recommandation de la Constitution, et celui qui aujourd'hui a décidé certainement de ne plus se radicaliser comme nous l'avons constaté dans le passé. Je ne vois pas en tant que député de l'Audima, puisque c'est sa circonscription qui bénéficie on va dire, de ce que fait le gouvernement. C'est ces mandants qui sont à la fois dans ces actes et dans les sociétés qui existent là-bas. Je ne vois pas comment, en tant que député, que ce monsieur ne soit pas présent dans c'est une opportunité pour lui de parler au gouvernement, comme il a fait. On demande au gouvernement, il parle bien de booster. Il ne vous dit pas que je suis satisfait de ce que je fais. Je ne veux pas être le porte-parole, peut-être pas là, mais il pousse le gouvernement à mieux faire. Mais s'il n'est pas là, s'il n'est pas présent en tant que député, comment peut-il réellement analyser
Comment peut-il donner un point de vue? Comment peut-il jouer son rôle de parlementaire s'il ne peut pas assister, s'il ne peut pas parler avec le président, s'il ne peut pas discuter avec le Premier ministre sur le terrain, et s'il ne peut pas aussi voir d'autres institutions pour parler de ses projets. Donc, je ne vois aucun péché, et lui l'a compris, puisque c'est dans sa circonscription, c'est dans la Bouinza aussi, là où se trouve donc l'Oudima. Je pense que Tchatchi Mabiala l'a compris qu'il faut réellement développer l'agriculture, et là, il a compris aussi que la politique pour la politique, nous l'avons constaté, ça n'a rien changé dans ce pays. Il faut une politique beaucoup plus pragmatique, il faut de la réelle politique. Et cette fois-ci, la réelle politique, c'est à un moment donné, quand les choses sont bien faites, il faut se soutenir pour que les choses avancent. Et lors de son passage à la ZAP de Mwindi, une jeune agricultrice a remis au président une enveloppe contribution des agriculteurs en soutien à la candidature pour 2026. Comment analyser ce geste, Boni? Bon, après, vous savez que l'homme politique demeure l'homme politique. Je crois que c'est peut-être une tâche à cette activité, puisque si vous avez suivi le président de la République devant les populations lors de sa rencontre citoyenne, il a bien dit qu'il n'est pas venu pour autre chose, si ce n'est que pour avoir un contact direct avec la population paysanne. Et donc, vous savez, tous ceux qui travaillent dans ces apps-là ne sont pas forcément des politiques ou encore ne sont pas forcément du PCT ou de la majorité présidentielle. Donc, il faut à un moment donné, à mon avis, éviter de tout politiser. Voilà, de tout politiser. Et cet acte-là, à mon avis, c'est une tâche quand même. Parce que le président vient pour rencontrer les jeunes qui sont aujourd'hui, qui ont répondu à son appel d'aller se lancer dans l'agriculture. Et vous avez quand même monté de toutes pièces tout un scénario politique pour remettre au président la contribution de ces jeunes, des agriculteurs pour sa candidature. Vous avez constaté, quand il prend l'enveloppe, il le remet au PCT, c'est pour au chef du parti, donc au secrétaire général, pour dire, du parti contraire, pour dire que et ça, c'est pour la politique, c'est pour vous. Et voilà. Donc, à un moment donné, c'est un geste de trop qu'on pouvait éviter. C'est un geste de trop. Parce que on peut pas tout politiser. Et nous ne sommes pas dans la période électorale, ou encore pendant la campagne électorale, pour que l'on pousse ces jeunes entrepreneurs qui viennent pour apprendre, qui viennent pour travailler, qui viennent pour chercher de l'emploi, et qui sont encouragés par le chef de l'État de poser des actes aussi politiques. Il y a un moment pour ça. Il y a un moment pour ça. Il y a aussi une autre manière de féliciter le président, de le remercier pour sa visite, mais sans pourtant avoir cette connotation politique. S'il a remis au secrétaire général du parti congolais du travail, c'est pour dire que finalement, est-ce que c'est toujours moi qui sera candidat? Et même si c'est moi, ce n'est pas le moment que je le garde sur moi. C'est le PCT qui décidera, prenez cet argent. Vous voyez ce qu'on veut, voilà. Donc, cette jeune femme aussi innocente, puisque c'est elle qui est candidate au bac et qui, certainement, pour trouver des moyens de faire face à sa scolarité, à ses études, se retrouve dans les apps. Je pense qu'on ne devrait pas lui faire jouer un tel rôle, et je crois que c'est un acte de trop. Une question, Brony, les Congolais se posent. Est-ce que le président se serait senti gêné vis-à-vis de l'acte? Bon, oui et non. Oui et non, parce que il peut penser que ça vient réellement de l'initiative de ces jeunes. Parce que eux aussi, ils sont libres de penser à ça. Et c'est pas toujours la main noire politique qui est derrière. Il peut arriver que ces jeunes réellement, sous l'influence politique ou de tous ceux qui sont là, pensent que finalement c'est un bon projet et qu'il faut le pérenniser. Et celui qui peut le pérenniser, il n'y a que le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc, nous voulons lui apporter les fruits de nos produits, le fruit de notre travail, pour lui permettre d'avancer. À ce niveau, il ne peut être que satisfait. Nous sommes des Bantous, c'est une bénédiction que ces jeunes qui ont produit et qui certainement ont pris de l'argent qui produisent à la sueur, de gagner à la sueur, à leur sueur, à la sueur de leur travail, de donner ça au président de la République. À ce niveau, c'est un geste fort, en fait, pour lui. Mais
Oui, il peut être gêné parce que il a dit que je ne suis pas venu pour autre chose. Je ne suis pas venu pour la politique comme telle. Même si on sait que ce serait difficile pour lui de se dissocier un peu de ce costume politique. Voilà. Parce que nous sommes à quelques mois des élections. Mais il a dit que je ne suis pas venu pour ça. Là, il nous dit devant les citoyens, pas à notre compatriote. Donc, à un moment donné, il peut être gêné. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu pour la politique. Pourquoi on me parle de la contribution pour la campagne électorale, pour ma candidature? Puisqu'il a dit plus d'une fois, je ne sais de le répéter, que lui, il a dit que je ne me préoccupe pas encore pour le moment des élections présidentielles, parce que la candidature, on peut la déclarer en 24 heures. Donc, pourquoi l'amener sur le plan de l'élection, de la campagne électorale, alors qu'il n'était même pas encore prononcé sur ça? Donc, ça peut être un bon geste, parce que c'est les jeunes qui ont contribué, mais sinon, parce qu'on sait qu'il y a toujours l'influence politique derrière. Il y a toujours l'influence, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces jeunes qui sont là, ils sont pas politiques. Ils viennent pas parce qu'ils appartiennent à un parti politique. Ils viennent parce que le gouvernement de la République a lancé un projet pour lutter contre le chômage, pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et ces jeunes qui ont accepté d'aller dans ces champs, malgré les conditions de travail, aujourd'hui, ne pensent pas, finalement, politique. Ils pensent développement. Donc, politiser à tout moment et tout ce que on fait dans ce pays, c'est parfois ça qui freine le développement de plusieurs projets. Merci Brony pour toutes ces explications et ces suggestions. Merci à toi d'avoir partagé ce plateau avec moi. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro des Chroniques des BFN. Au revoir à vous.